Bienvenue à ce podcast de l'Académie Jardin de Vie. Vous voyez, cette fois-ci, on est dans un décor totalement différent. Alors, je me suis déplacée à Montréal, chez Tiguru, pour rencontrer Maître Han Lee. Euh, Maître Han Lee, merci vraiment de nous accueillir. C'est un honneur pour nous. C'est la première fois que je me déplace parce que le déplacement en vaut la joie dans un si bel environnement que j'ai découvert grâce à une formation sur la cérémonie, le matcha cérémonial, hein, si je m'exprime bien. C'était vraiment une superbe formation, un atelier en fait, parce qu'on était très proactif à brasser notre matcha. Moi, je suis une adepte de thé vert et de matcha depuis plusieurs années. C'est dans ma routine quotidienne. Mais de voir que comme dans les huiles essentielles, nous avons des qualités de matcha, nous avons une façon de le servir, de le conserver, de le goûter également. Puis, quand je t'ai entendu nommer les huiles essentielles qui sont aussi présentes, même sous forme de traces dans le thé matcha, elles sont là à donner des arômes uniques de matcha à l'autre. C'est là où on fait le pont, en fait, avec le podcast pour démontrer ma passion aussi, pas juste pour les plantes médicinales, les huiles essentielles, mais aussi le thé, le matcha, et de vous partager ces connaissances, du moins une partie. Et ce monde, c'est un monde extraordinaire. C'est un monde aussi vaste que l'herboristerie. On a l'impression, des fois, on achète un thé matcha et ça ne s'arrête qu'à ça. Ouais. Tu sais. Mais c'est comme quand on achète un basilic sacré, eh bien, il y a beaucoup de provenance, il y a le terroir, la quantité de principes actifs qui fait qu'il est plus efficace, moins efficace, la conservation, le broyage. C'est quelque chose de très similaire en herboristerie. Exactement. Alors, je vous passe la parole. J'aimerais te connaître davantage. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené dans ton histoire à t'intéresser, à te passionner pour tout l'été? Et, en fait, tout d'abord, je suis plus ou moins troisième génération de chef professionnel, malgré quoi ma mère n'a pas pratiqué. Ma grand-mère, elle, était chef dans le Palais Royal dans l'ancien temps. Puis, c'est juste que j'ai grandi avec la bonne bouffe très internationale parce que Chef cuisinière. elle, Oui. ben, elle a appris, mais elle n'a pas pratiqué. Je pense que c'était plus une passion dans son cas. Moi, j'ai grandi avec la nourriture internationale ici. Alors, j'aime manger. Puis, plus jeune, j'ai étudié en informatique. J'ai commencé à travailler dans le domaine à autour de 20 ans. C'est trop jeune, ça. Pour me déstresser, les week-ends, j'allais dans les salons de thé traditionnels. Salons de thé japonais, chinois. Il y en avait une vingtaine dans le temps, Quand dans les années même. 90. Là. Puis, je fréquentais ces places-là. Et c'est rare qu'ils voient des jeunes personnes aller puis être passionnées de ça. Alors, ils ont commencé à m'enseigner tout ça de trucs, moi et mes amis. Mais juste moi qui ai eu un vrai intérêt. Et après ça, ils ont commencé à vraiment me décharger leur savoir en espérant que je pourrais peut-être prendre la relève. Hmm. Et rendu à ce point-là, j'ai lâché l'informatique, j'ai étudié en restauration. Et la philosophie de la restauration, c'est de restaurer le corps et l'âme. Pas juste servir un truc pour les photos. Oui, 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 tout à fait. Alors, la passion et, comment dire, l'amour de pouvoir faire quelque chose qui va donner un effet et une appréciation de la personne, ça m'a plus connecté. Puis, au final, je suis lancé dans le domaine officiellement. Au début, j'étais juste un connaisseur dans le thé chinois. Après ça, la majorité de ces établissements-là ont fermé, ils ont pris la retraite. Et ils m'ont motivé à vraiment prendre la relève, surtout au niveau de la préservation de la culture, du savoir, de partager. J'ai relativement accepté le défi. Puis la passion s'ensuit vraiment plus sérieusement.
je retourne en Asie, j'apprends plus. Et en année, je trouvais que j'étais saturé dans le domaine du thé, plus style chinois. Mhm. Alors, je me suis un peu plus poussé dans le domaine du thé japonais. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. Un des premiers producteurs de thé japonais que j'ai croisé, c'était un petit jardin qui existe quand même depuis plusieurs générations. Et c'est un jardin qui a gagné des prix pour beaucoup de leurs thés, incluant le matcha, le yogourt. Alors, j'ai jamais découvert quelque chose d'aussi bon, mais que personne ne sait que ça existe à l'extérieur du Japon. Hmm. Parce que qu'est-ce qu'on connaît ici? C'est du thé vert qui goûte le gazon. Ah oui, mais des fois, les algues aussi. Moi, au restaurant, je bois jamais un thé vert, là. C'est les petits sachets instantanés, là. On dirait que c'est un résidu d'algues qui nous ont servi. Puis plus on boit, c'est que je fais parallèle encore avec les huiles essentielles. Plus on sent des bonnes huiles essentielles, plus on reconnaît la qualité et plus on recherche ça. Mais boire un bon thé, euh, on vient qu'on n'est plus capable de boire un thé commercial ou parce qu'il n'y a pas les arômes, il n'y a pas le goût. Puis on en vient tout le temps à aller chercher quelque chose de plus raffiné, à un point tel, moi, que j'ai comme ma tasse pour le thé, selon le thé que je prends, j'ai la qualité de l'eau qui compte également. Donc pour moi, tout ça a de l'importance. C'est ça qui va créer le goût incroyable C'est d'un thé, la là. science de dire les arômes, les saveurs. Ça s'applique autant dans la cuisine que l'herboristerie et le thé, parce que c'est tous les Mhm. produits naturels. Alors ici, tu es en train de nous servir un thé. C'est quelle sorte de thé? C'est juste un petit thé d'accueil. C'est un oolong japonais. C'est une production artisanale. Le oolong, c'est un type de thé qui est produit à l'échelle de quelques kilos par année, par producteur, pour des fins expérimentales et pour le fun. Mais c'est pas vraiment la spécialité au niveau commercial et financier du Japon. Quand même, Mhm. ce producteur-là a gagné plein de prix. Mhm. Donc là, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une bonne dose de thé dans la petite théière pour pas beaucoup d'eau. Ouais. Donc, c'est voulu comme ça. Puis ça va, j'imagine, ce qui reste au fond de la théière va être très goûteux ou avec beaucoup de tanin ou très fort. Le tanin peut en avoir beaucoup, mais on peut aussi juste OK, enlever le tout de enlever le suite. reste. Ouais. Et donc, l'infusion est coupée. Oui. Et à ce moment-là, le tanin arrête de sortir. Mhm. Puis ça nous permet de réinfuser les feuilles par la suite. Exact. Ah, bien. Santé. Santé. Merci Bien vu. pour cette dégustation. Donc, Il est très bon. merci. Pour revenir un peu à mon origine, on va dire, Oui. c'est que donc j'ai découvert le vrai monde du thé japonais. C'était tellement fascinant parce qu'on associe toujours le Japon avec des verres qui goûtent le gazon. Mm. Puis, il était surtout promu durant cette période-là comme étant un produit santé. Mhm. Mais à travers le monde, c'est produit comme ça. Donc, ça fait en sorte que leur industrie a tellement baissé. Ils ont perdu plus de 40% de la part de marché et de la production interne, la demande du produit et tout, euh, durant les 30-40 dernières années. Parce que, comme je dis, ça goûte le gazon, selon ce qu'on imagine. Donc, à force de travailler avec les producteurs et d'être formé par eux, au final, j'ai eu le titre d'ambassadeur de thé japonais, de thé japonais, au niveau mondial. On est associé avec le Global Japanese Tea Association, qui est la seule entité mondiale spécialisée dans la formation, le partage, les recherches sur les thés japonais. Donc, à cette heure, c'est un peu mon devoir d'éduquer les gens. J'ai des gens qui viennent de partout du monde pour apprendre sur le thé. Ensuite, ils sont certifiés au niveau mondial. Puis, ils jugent du concours national de thé japonais. Alors, vraiment beaucoup d'implications Oui. auprès de l'industrie du thé japonais.
Puis le concours se donne dans quel pays? Est-ce que c'est ici? C'est 3 phases. Première phase, ils ont environ 700-800 soumissions de thé. Puis les juges du Japon commencent à réduire le nombre. Oui. Et deuxième phase, c'est, comment dire, pour déterminer le meilleur thé de chaque catégorie. Il y a une vingtaine de catégories. Et finalement, il y a, je pense, 100 ou 200 juges à travers le monde, comme moi, qui va décider quel est le meilleur thé, finalement. Wow! Donc, on forme une équipe et on évalue ça pour donner notre vote, soi-disant. C'est un monde incroyable, caché derrière notre petite tasse de thé ou notre matcha. Il y a beaucoup de gens qui ont œuvré derrière pour nous offrir une si bonne qualité. Ça, ça m'amène à parler de toutes les qualités qu'on retrouve sur le marché. Donc, souvent, en restaurant, voulez-vous un thé vert? C'est des petites enveloppes. Malheureusement, c'est pas le goût, la subtilité, la qualité qu'on a présentement. Mais c'est la même chose dans le matcha. J'ai acheté plein de matchas différents à plein de braquettes de prix également. Et il y en a, quand on ouvre, c'est jaune gris là. Puis, mes filles, j'ai 4 filles, hein, puis elles sont toutes devenues aussi adeptes de matcha. Puis là, je commence à me dire que ça me coûtait cher de matcha, donc j'essayais de trouver qualité-prix, quelque chose qui était pas trop cher. Puis même mes filles ont dit « Arc, c'est pas bon ce matcha-là, maman! » Puis on l'a jamais pris, puis je le mettrais même pas dans la nourriture. Mais c'est pour montrer qu'il y a une diversité comme dans produits. On parlerait du café, on parlerait du vin, des huiles essentielles. On serait dans la même passion, qu'il y a une diversité dans les plantes médicinales, dans la qualité. Mais qu'est-ce qui s'offre généralement que les gens achètent sous forme de matcha? Qu'est-ce qu'ils achètent réellement, en fait? Alors, on va regarder les chiffres, comme ça va être plus facile de comprendre l'industrie et le marché. Le Japon, en 2024, avait produit environ 4000 tonnes de matcha, Quand toutes même. qualités confondues. En 2025, ils ont projeté de produire presque le double, donc presque 10 000 tonnes, malgré qu'en 2025, à cause du boom, la mode du matcha Oui. mondial, le Japon, les producteurs ont décidé de monter les prix du matcha de 2 à 4 fois plus cher qu'en 2024. Au final, les bons matchas sont restés pris au Japon. Le stock est encore là. Parce qu'en partant, il faut comprendre qu'un matcha, tu fais la première école du printemps, ça c'est le matcha cérémonial. Mais pour avoir le terme ou la reconnaissance de qualité cérémoniale, c'est que tu dois faire vieillir ces feuilles-là dans des entrepôts réfrigérés, voire des congélateurs, 3 à 6 mois pour être broyés à partir de la fin été, automne. Il n'y a rien de mal de garder ces feuilles-là plus que ça, puis le sortir l'année d'après, tant qu'ils sont réfrigérés. Ça prend une sorte de fermentation et maturation naturelle de la feuille pour que l'astringence et l'amertume s'atténuent après des mois et laisser un aspect plus umami, plus riche et savoureux, des notes genre sucrées plus concentrées, caramélisées, ressortir. Donc, c'est un processus de la fabrication du matcha dite cérémoniale. Première école du printemps, laisser vieillir, fermenter les feuilles de thé au frais, puis broyer très très fin. Il y a une précision dans la finesse qui va dire que finalement, ça c'est du matcha cérémonial. Après quoi, il faut aussi que ça soit fraîchement broyé et gardé au frais, voire le mois. Ensuite, tu le vends toujours gardé au frais. Oui, c'est un détail, je savais pas. Les matchas, moi, c'était dans mon armoire à thé, tout mélangé, puis je les mettais pas au frigo. Et ça, c'est juste matcha cérémonial, première école du printemps. Ensuite, tu peux avoir du matcha cérémonial de tous les jours pour les pratiques, qui est un mélange de première récolte du printemps, deuxième récolte qui est de l'été. Et après ça, l'été pur, ça c'est grade barista. Et tu as la récolte de l'automne qui serait grade culinaire.
Le grade culinaire, c'est celui qui se vend le plus, distribué, exporté à l'extérieur du Japon. Le problème aussi, c'est que le packaging de celui-là est très commercial. Donc, tout le monde pense que c'est de la bonne qualité. Les touristes qui retournent au Japon, ils achètent plein de paquets de ça. Ils se l'offrent, pensant que c'est de la bonne qualité. Peut fausser la compréhension de ce que matcha cérémonial peut être. Et tout ça, c'est basé sur 4000 jusqu'à 8000 tonnes en 2025. Ça représente même pas 10% de la production mondiale. La production mondiale, près de 90% du stock de matcha vient de la Chine depuis toujours. Ah oui. L'origine du matcha vient de la Chine, mais avec les tendances à travers les centaines, voire milliers d'années en Chine, ça fait près de 1000 ans qu'ils ont arrêté de boire avec intérêt le thé en poudre. C'est seulement il y a 800 ans que le thé vert en poudre a été présenté au Japon, puis de là, les Japonais ont transformé ce thé en poudre-là en ce qu'il est aujourd'hui. Dans l'ancien temps, tu le buvais pour la santé, peu importe la finesse, tant que tu consommais la feuille intégralement. Pour la nourriture, pour la valeur nutritionnelle aussi, on va peut-être en parler tantôt, mais il y a des propriétés médicinales, mais il y a une valeur nutritionnelle, que ce soit des acides aminés, des vitamines, des minéraux dans le thé. Donc, les Chinois, pour aller chercher le maximum de nourriture, de valeur nutritionnelle, broyaient les feuilles de thé et les buvaient comme on peut manger une soupe aux épinards ou une soupe à l'ortie. Ouais. Parce qu'il y a 1000 ans, justement, tu n'avais pas de Tylenol, tu n'avais plein de médicaments de base pour soulager tes maux, indigestion, basse pression, tu bois du thé, la pression monte. Fait que c'est des choses qui peuvent être bien. Et à ce moment-là, c'est un produit miraculeux et essentiel pour eux. Mais ils sont rendus à un point où la science, la culture, l'agriculture était un très haut standard. On ne pourrait plus, après la consommation du thé comme nutriment, commencer à infuser le thé pour le boire pour ses goûts. Mais le thé, à ce moment-là, introduit au Japon, était sous la forme de la poudre. Puis, ils ont commencé leur début avec ça et ils ont trouvé ça fascinant. Puis, c'est avec le temps qu'ils ont évolué le matcha pour devenir ce qui est aujourd'hui au niveau culturel. La Chine en produit toujours, mais elle ne promouvoit pas. Puis, elle produit en masse pour la distribution, l'exportation. Donc, c'est une question de l'acheteur, l'extérieur, combien il est prêt à payer pour sa tonne. Après, c'est ça qui se retrouve sur le marché. Il n'y a pas de police à travers le monde qui va courir après les gens pour dire que ton matcha, c'est une fausse appellation, c'est pas matcha cérémonial. Parce que ce n'est pas une appellation contrôlée. C'est la grosse mode. Tout le monde dit que leur produit est matcha cérémonial. Mais si c'est pas fin, si c'est pas une première étape du printemps, si c'est pas une belle qualité, peu importe ce que tu dis, je pense qu'en tant que consommateur, ayant goûté comme tu as fait l'atelier, la formation, tu vois tout de suite la différence à cette heure, tu peux plus revenir en arrière. Non. Fait que dire que, tiens, à l'épicerie, ils vendent du matcha cérémonial. Dans le coffee shop, ils te servent toutes sortes de boissons matcha cérémonial. Il n'y en a pas assez pour le monde entier, mais il y en a tellement ces tablettes. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, tout à fait. En fait, aussi, ce que tu mentionnais, je me souviens que les feuilles de thé vont être ombragées, donc les arbustes vont être ombragés pendant 3 semaines avant la récolte des feuilles printanières. C'est ce qui va donner aussi, ça fait partie de la culture pour pouvoir donner le nom matcha à cette récolte-là. Puisque beaucoup de gens boivent en matcha, finalement, c'est du thé vert broyé. Oui. Donc, c'est l'industrie qui décide d'appeler ça matcha. Même si c'est pas marqué matcha cérémonial, c'est vendu comme un matcha, mais c'est des feuilles de thé vert broyées, mises en poudre, mais qui n'ont pas la qualité telle qu'un vrai matcha devrait l'être, avec des conditions de culture, de récolte, de
d'entreposage, de transformation qui sont très, très, très précises. Exact. Donc, comme tu as dit, ça prend ombrager les théiers 3 semaines avant la récolte. Et le processus d'ombrager les théiers fait en sorte que les feuilles de thé sont moins exposées aux rayons UV, au soleil. À ce moment-là, les feuilles n'ont pas besoin de se créer une couche protectrice plus épaisse pour contrer les rayons UV. Et par conséquent, les feuilles sont donc plus tendres, plus douces. Le nitrogène qui est dans le sol va être converti à travers l'arbre pour donner plus de L-théanine, de umami. Donc ça va déterminer que le goût du thé va être beaucoup plus crémeux, onctueux, riche, savoureux, plus d'acide. C'est vraiment un positif dans cette forme de production-là pour faire ce qu'on reconnaît comme étant un matcha cérémonial. Du coup, si tu vas juste faire des récoltes de thé qui sont exposées au soleil, les feuilles sont plus épaisses parce que ils se sont créés une couche protectrice pour contrer les rayons UV. Ça crée plus d'antioxydants, c'est quand même pas méchant, mais il y en a dans tous les cas. Oui. Sauf qu'au niveau du goût, c'est astringent. Un nez, ça devient aussi amer. Oui. Alors, peu importe si c'est astringent ou amer, ou les deux, c'est juste pas plaisant à boire. Si tu fais du latte avec ça, ça peut le faire. Même là, c'est que ce n'est pas nécessairement le plus fun à boire. C'est ce qui est le plus disponible. Oui, oui, absolument. J'ai essayé, j'ai un petit théier à la maison, un Camellia sinensis, là, un petit arbuste. Bon, j'ai essayé de le boire en tisane, c'était pas très bon. Juste les feuilles comme ça. Il y a tout un processus de transformation, de séchage ou de fermentation selon le type de thé qu'on va boire. Puis c'est pas juste les feuilles à infuser telles quelles. Puis c'est ça qui va créer les notes aussi, les différentes notes de tous les thés. Définitivement. Puis au-delà de tout ce processus de culture et de fabrication du thé, c'est que tu as une question de terroir, d'altitude, de cultivar, qui est l'espèce de sous-race de thé. Oui. Et c'est ça qu'on recherche le plus lorsqu'on parle de qualité de thé, de matcha cérémonial. Tu veux quelque chose qui est fun et qui est rare et qui est goûteux, par conséquent, plus nutritif. Parce que grosso modo, si tes feuilles sont de qualité, elles sont plus nutritives et par conséquent, elles vont contenir plus d'huile essentielle, aromatique. Et à ce moment-là, une bonne façon de savoir si ce matcha-là est meilleur qu'un autre, c'est lorsque tu fouettes le matcha, si tu arrives à créer plus de mousse dans un que dans l'autre, en se basant sur les mêmes paramètres, c'est clair que ça, il y en a plus. L'essentiel et par conséquent, goût, arôme. C'est pas cette huile essentielle qui devient la mousse, ben c'est l'équivalent du créma dans un expresso. Oui. Parce que si tu fouettes puis il n'y a pas grand-chose qui sort, qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments, il n'y a pas beaucoup de valeur. C'est intéressant, mais en plus, c'est que tout le terroir, ça me fait penser à un vin aussi, là, que le sol, la région, l'espèce aussi, la variété de thé, on appelle toujours juste Camellia sinensis, mais il y a des espèces qui ont été développées pour possiblement des goûts, des arômes, des qualités, mais que le terroir est tout aussi important, puis il va créer une influence sur la qualité, le goût du thé. Exact. C'est comme nous, on tient des thés, incluant le matcha, de différentes régions à travers le Japon. Puis je pense qu'on a à peu près une douzaine de différents cultivars au-delà des terroirs. Fait en sorte que au niveau du goût et des arômes, ça offre une très belle panoplie de choix. Et comme tu sais, tu l'as essayé, là, tellement de diversité aromatique et goût. Il y en a pour tous les goûts, en bref. Oui. Et après, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu aimes. Je dirais tous les goûts et tous les budgets aussi, là, parce que, tu sais, moi, en buvant 2 matchas tous les jours, je ne prendrai pas le cérémonial. On dit, je le garde pour le dimanche ou le samedi. Donc, là, je fais tout je le fouette comme il faut, mais j'avoue que la semaine, je fais ça un petit peu plus rapidement, puis je prends
un bon matcha de bonne qualité, mais que je vais boire légèrement latte, puis que je vais pas faire tout le cérémonial autour de ça. Je suis un petit peu plus rapide, mais il est quand même très bon. Donc, on peut choisir, on a tous les goûts et toutes les qualités également. Mais je dois avouer, il y a quelque chose qui me fâche là, terriblement. C'est quand mes filles, là, elles font, là, cette semaine, là, je m'excuse, Angélique, si tu écoutes ma capsule à un moment donné, mais pas beaucoup de chance, mais peu importe. Elle s'est fait une confiture de bleuets. Okay? Cuire des bleuets comme une confiture. Là, elle fait un matcha, elle met ça, elle met du lait, elle met sa confiture de bleuets dessus. Puis là, moi, je me dis, une chance qu'elle prend pas le matcha qui est cher. Parce que moi, pour moi, c'est un gaspillage incroyable. Mais il y a cette mode-là présentement dans j'ai coffee shop, tu sais, les places de faire des matchas aromatisés avec des sirops de fruits et tout ça. Pour moi, je le vois comme un gaspillage d'un produit très, très précieux que on ne devrait pas mélanger, mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça serait meilleur avec un sirop de bleuet. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est chacun ses goûts. Puis, évidemment, si tu veux faire ça, des mélanges, des cocktails, peu importe, il ne faut pas choisir un matcha qui est trop cher. Oui. Mais c'est pas juste une question de choisir le matcha qui est plus cher ou moins cher. C'est que chaque matcha va goûter différemment et va donner un résultat différent lorsque tu fais un mélange quelconque. Comme nous ici, on produit des pâtisseries au matcha, du chocolat au matcha, toutes sortes de boissons au matcha, même des boissons avec la purée de fruits. Oui. Au bleuet encore. On l'invitera, on vous fera la purée de bleuet. On va faire un petit partnership pour Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est qu'on n'utilise jamais le même matcha pour ces différents produits. Alors, tu sais, dans le sens qu'un chef, ça ne va pas utiliser la même sauce pour tout faire. Il faut que tu testes les produits. Il faut que tu en aies des variétés avant. Là. Puis, tu testes ça. Puis, à ce moment-là, tu vas trouver le produit idéal. Une question de budget aussi, évidemment. Oui, et comment l'agencer? Après, comment dire, ça dépend ce que tu recherches comme goût. Je te donne un exemple. Il y a la majorité des coffee shops utilisent un très mauvais matcha. Matcha de Chine. Puis je dis pas que la Chine n'en produit pas des bons. Il y en a. C'est juste que le pourcentage est tellement petit que l'industrie, en fait, elle veut toujours acheter le moins cher pour faire l'argent rapide et beaucoup d'argent au volume. Donc, la majorité des matchas dans les coffee shops et même les épiceries, les grandes surfaces, c'est des produits de bas de gamme. Ça goûte pas bon. Ça goûte pas assez fort. Amer, astringent, oui. Puis là, les opérateurs de ces des établissements comme les coffee shops ne sont pas des experts dans le domaine du thé, n'ont pas pris de formation professionnelle, n'ont pas pris de formation de quelqu'un qui est dans le domaine de la restauration ou expert dans le thé, expert dans le matcha. Là, ils vont suivre des techniques soit suggérées par tel marchand, mais eux ne sont pas experts non plus, ou soit vont juste suivre le principe de la fabrication de café latte. C'est quoi un café latte? Un expresso, du lait. Oui. Ils vont faire la même chose. Là, c'est un matcha qui goûte pas fort, il goûte pas bon, dans le sens, il n'y a pas d'arôme fort, dans le sens, il n'y a pas d'arôme. Mais il est amer, il est astreint. Là, pour compenser le fait que ça de lait, ça de matcha, mais ça goûte pas fort, il va utiliser 2-3 fois la dose d'un matcha de meilleure qualité. Au final, ça ne te coûte pas moins cher parce que tu en as pris 2-3 fois plus. Et ça devient plus corsé pour aller rattraper le goût de ton lait. Ça te coûte plus cher. Oui. Puis ça goûte pas mieux parce que ton matcha n'a jamais été bon en partant. Donc, à ce moment-là, peu importe comment tu le travailles, c'est pas un bon résultat. C'est un bon matcha, même si c'est pas qualité cérémoniale, puis tu trouves celui qui correspond bien avec la recette que tu peux faire, tu peux juste utiliser genre une petite cuillerée ou moins, et que tu vas utiliser beaucoup d'eau, puis juste un peu de lait. Oui, c'est comme ça que je le bois. Voilà. C'est à peine un once ou deux de, moi, je fais un lait végétal. C'est la meilleure affaire.
Puis le reste, c'est avec une eau chaude, là. Puis c'est là où il va sortir, je trouve, le plus de ses saveurs. Oui, pas le oui, lait, mais non. pas l'amertume de toute cette poudre-là. Et justement, c'est que si ton matcha est mauvais, tu mets plus de lait. Puis si tu mets trop de lait, ben là, il faut que tu en mets plus de matcha. Puis il y a pas de balance au niveau de la recette. Là, les gens vont s'écœurer à un moment donné de cette mode-là Oui. qui est proposée à tout le monde, mais les recettes sont incohérentes, on va dire. Alors, au final, il faut que tu trouves le bon lait avec ce matcha-là. Puis, à défaut de pouvoir avoir tout ça, les gens commencent à dire mets-moi tel sirop, mets-moi de la poudre de vanille, mets-moi du lait d'avoine. C'est bien, mais ça cache le goût du matcha. Mais en plus. Alors, vraiment, c'est quoi que tu bois, c'est quoi ta recette? Ce qui marche pas. Oui. Il y a un terme que vous avez, que tu as nommé plus tôt, soit aujourd'hui ou dans la formation, c'est le titre de sommelier. Moi, je l'avais juste entendu pour les vins, un sommelier. Donc, le titre s'applique aussi aux experts en thé. Oui, dans le sens que je pense depuis les 20-30 dernières années, j'ai pas les dates exactes, là, mais l'idée est venue par certaines écoles à l'extérieur des pays traditionnels de l'Asie et autres, de créer le titre de sommelier, donc une formation basée sur ce titre-là. Et grosso modo, tu vas goûter 20-30 thés provenant de partout à travers le monde, mais pas fixé dans telle thé, telle origine. Alors, tu dire que tu sais c'est quoi un thé blanc, tu sais c'est quoi un Earl Grey, tu sais c'est quoi un English breakfast, tu sais c'est quoi la camomille. Ça fait pas de toi un maître. Non. Parce que viens chez moi là, en un mois, là, puis tu vas boire plus de thé que ça. Puis tu vas en apprendre plus juste en consommant que d'avoir ce titre. Et les gens vont penser que maintenant je suis expert, j'ai un diplôme. M'a enseigné 2, 3 théories sur ce qu'est le thé. Ça fait de moi un sommelier. Ah oui, un titre qui est galvaudé à droite et à gauche. Puis, beaucoup d'écoles à travers le monde vont t'offrir cette formation-là, mais c'est très éphémère comme qualité, comme savoir. Je connais personne qui a une job en ayant le titre de sommelier. Ouais. Pour dire que dans les restaurants, ça prendrait une place très, très raffinée. Plus 15 heures de formation en ayant essayé d'être rentré, ça fait pas de toi un expert. Non. Parce qu'en Asie, c'est 1 an, 2 ans ou même à vie. On parle de niveau université, voire maîtrise dans le domaine du thé pour avoir un titre. On parlait avec ta femme plus tôt qui a une formation dans le matcha cérémonial, donc toute la façon de le faire. Il y a toute une procédure, des gestes aussi précis à apprendre. Puis elle nous partageait que c'est sans fin, les apprentissages. Ça se poursuit. On peut toujours aller plus loin, en savoir plus. Moi, je trouve ça merveilleux, même dans le domaine du thé. Oui, ben, c'est vraiment la science évolue, le thé évolue, l'agriculture évolue, il y a des nouvelles choses qui sont découvertes, il y a des nouvelles choses qui se font à tous les jours. Alors, elle passe beaucoup de temps à apprendre sur les cérémonies de thé japonaises. Moi, le soir, 2, 3 heures du matin, je suis encore en formation ou en recherche en ligne ou, comment dire, Zoom et autres, Oui. avec des producteurs de la Chine, du Japon, presque tous les soirs. Puis, c'est le jour, là, nous, c'est l'inverse. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est parce que tu bois un petit peu trop de thé puis que tu as de la misère à dormir? En fait, comment dire, la caféine n'a aucun effet avec moi. Ah, moi, je sens pas l'effet de la caféine, c'est-à-dire que si je bois 2 matchas ou j'en bois pas, je sens pas l'effet. Mais si je dépasse un thé vert entre midi et demi, 1 heure, je ne dors pas jusqu'à minuit, là. Puis, il y a pas c'est pas placebo parce que des fois, je me dis, mais pourquoi je dors pas? J'ai réinfusé mon thé à 1 heure de l'après-midi.
Moi, là, je m'en rends compte. Mais ça nous amène aussi, c'est intéressant de voir toutes les qualités. Pourquoi on continue toujours d'apprendre, on continue à découvrir des molécules dans le thé, des propriétés médicinales. Bon, certaines, des fois, dans l'industrie, on tend à gonfler un produit par des propriétés qui sont plus ou moins avérées, mais il y a quand même des propriétés qui sont avérées dans le thé, que ce soit la présence de théanine. Je lisais hier en moyenne 3% de théanine dans le thé vert. Est-ce que c'était vrai ou non, mais c'est quand même intéressant. Même Santé Canada a une fiche sur les propriétés qui sont avérées pour le thé vert, que ce soit les propriétés antioxydantes également. Donc ça, c'est un domaine comme l'herboristerie qui tend toujours à se diversifier puis à nous offrir de plus en plus d'informations. Par rapport à ce qu'on retrouve, les qualités dans le thé, il y a la chlorophylle qui est extraite, qui va donner la pigmentation qu'on va voir beaucoup plus dans un matcha parce que justement, on met la feuille dans l'eau. C'est généralement très, très vert. Un bon matcha, il y a une couleur qui est incroyable sur la qualité du verre. Donc, on boit la chlorophylle. La chlorophylle, on peut l'acheter en supplément également, mais c'est une molécule qui permet aussi de faciliter le renouvellement de nos globules rouges. On dit que c'est une molécule de magnésium qui tient l'oxygène comparativement à nos globules rouges, qui est une molécule de fer. Donc, dans l'hémoglobine, des centaines de milliers de fer qui tiennent l'oxygène, puis que notre corps utilise la chlorophylle pour faciliter le renouvellement des globules rouges, entre autres. On l'appelle aussi comme c'est notre soleil liquide. Là. La chlorophylle, c'est le pigment vert de toutes les feuilles des arbres, des végétaux. La théanine, c'est un acide aminé. Tantôt, tu as nommé que c'est ce qui donnait aussi le goût umami, c'est la présence d'acide aminé. Donc, le goût umami, c'est le sixième goût, si je ne me trompe pas. C'est celui qui a le goût de la viande un peu, mais des champignons également. Un peu crémeux, beurré, champignons, algues. Disons que le mot umami, c'est très vaste, mais c'est ça qui est ça. On va dire l'industrie a accepté, les Japonais l'utilisent depuis toujours. Ça peut donner une sensation plus saline, ça peut donner une sensation plus sucrée, c'est crémeux, c'est riche. S'il fallait essayer de comprendre la logique de la définition du mot umami, on pourrait le comparer avec la notion du piquant. Ah le oui. gingembre, le wasabi, les piments, le poivron, le poivre. Le poivre de Sichuan, oui. qui paralyse ta langue. C'est toutes des notions qui sont reliées au piquant. Exact, mais ça n'a pas la même sensation. Tout à fait. Sucré, miel, sucre blanc, sucre raffiné. Sirop d'érable. Exact, c'est tout différent, tu sais. Oui, c'est tout différent. On revient à la notion commune du sucre, comme avec le piquant. On revient à la sensation piquante. Donc, le umami, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'onctueux, de crémeux. Un peu sucré, un peu salin, végétal, marin, mais tout est relatif dans le sens que, basé sur ces notions-là, un aliment peut être plus beurré, un aliment peut être plus champignon, et plus marin comme les algues, mais tout ça contient un umami. Alors, c'est un peu extrême de le comparer comme ça, mais c'est un fait qui a été accepté, un terme qui a été accepté. Alors, c'est ce qui va permettre de différencier certains matchas en dégustation. Puis le goût umami, est-ce qu'il est entre autres créé grâce à la présence d'acides aminés, dont la théanine? C'est ça qui définit le terme de umami dans le cas du... C'est ce qui fait en sorte que de distinguer le thé vert ou le matcha avec la présence de théanine qui n'est pas dans le café, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Non, la théanine n'est pas dans le café. N'est pas dans le café. Donc, il y a quelque chose qui distingue vraiment au niveau médicinal. Si on met de côté la présence de caféine qui est présente mais moindre, il y a la théanine qui fait un produit complètement à part du thé vert. Oui. Tu peux avoir la L-théanine autant dans du thé vert non ombragé, donc sencha, etc., que dans du thé vert ombragé comme le gyokuro et le matcha. C'est juste que si tu vas ombrager tes théiers,
tu as plus de L-théanine, puis tu vas avoir moins d'antioxydants. Par contre, si tu fais l'inverse, un thé donc de bas de gamme, genre école d'été, etc., tu as beaucoup plus de antioxydants, mais moins de L-théanine. Donc, moins d'effets médicinaux en lien avec le système nerveux. On dit que la Exact. L-théanine va servir de Ouais, molécules de c'est base, c'est ça peut-être pour la production, je ne me trompe pas, de sérotonine exact. et ou de dopamine au niveau cérébral. Donc, ça Exact. se vend même en supplément, en boutique d'aliments naturels pour supporter le système nerveux, le moral également. Donc, on a vraiment ça dans le thé vert qui se distingue du café, qui amène un effet de bien-être, Exact. relaxant, alors qu'on associe des fois ce genre de breuvage-là à quelque chose d'excitant, stimulant, mais ce qui n'est pas le cas avec le thé vert. Exact. Genre, tu dis, je peux plus boire du café, je vais prendre un matcha parce que j'ai besoin de la caféine du matcha, puis je préfère l'effet du matcha. Oui, il y a la caféine, mais dans un matcha, la L-théanine domine sur la caféine. Fait que tu vas être plus zen, tout en ayant une énergie autant nutritive que de la caféine du thé. Et cette caféine-là, elle est tranquillement relâchée pendant les 6 prochaines heures dans ton corps, en même temps que la L-théanine. Fait que les deux se suivent, puis tu es zen, et tu peux être plus, comment dire, capable d'opérer, mais en Oui, bref, on garde un focus, c'est là. ça. Oui. C'est un positif. Tandis que si tu bois, mettons, un thé vert en feuilles non ombragé, genre un sencha ou un bencha, à ce moment-là, tu vas sentir l'effet de la caféine un peu plus. Mais sache que un matcha, si tu prends une dose, c'est pas genre 3 cuillères parce que Parce qu'il n'est pas bon. c'est ça. Faut qu'on le dise plus. Exact. Donc, c'est grosso modo l'équivalent d'un demi-café. Okay. Mais l'effet est étiré pendant les 6 prochaines heures, l'absorption. Alors, normalement, les gens consomment du matcha de qualité, ne sont pas stimulés. Mm-hmm. À l'autre établissement, on est situé à 30 secondes d'une école primaire. Oui, donc Thé Gourou, hein, deux emplacements à Montréal. C'est ça. Donc ici, Chériou, par Thé Gourou, c'est plus une école de thé, un salon, place événementielle. À la boutique Thé Gourou, c'est plus la boutique, puis c'est à côté d'une école primaire. Tous les jours, vers 3h30, lorsque l'école finit, il y a plein de parents qui vont venir avec leurs enfants primaires, 8 ans, 9 ans, 10 ans, prendre une collation. Voici au matcha, brownie au matcha, matcha au latte, 13. Puis ils ont juste assez d'énergie pour faire leur devoir à 9h, donc 3h30, 9h, puis ils dorment comme des bébés. Les parents sont contents, les enfants sont contents, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Ben, c'est reconnu, même quand on lit sur le déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, que la prise de thé vert fait partie des plantes médicinales qu'on peut offrir pour amener un calme, mais en même temps garder le focus, entre autres chez les enfants. Ensuite, tout est question de dosage, bien entendu. Mais même ma petite qui a 10 ans maintenant, elle ce matin, je suis fatiguée, maman, fais-moi un matcha. Je me dis, mon Dieu, j'ai beaucoup influencé. Mais moi, je le bois même pas parce que je me sens fatiguée, c'est parce que j'aime ça, puis c'est dans ma routine. Mais elle va le sentir que ça lui fait du bien. Et que c'est commun chez nous, au même titre que de boire de l'ortie ou du basilic sacré, c'est rendu commun de dire, ben en matinée, on va plus se faire un matcha, puis en après-midi, en soirée, on a plus une tisane. Exact. Ça, c'est une bonne combinaison, ça. Ouais. Puis ça fait un bel équilibre, un bon complément nutritif. C'est mieux vaut ça qu'une liqueur. Hein? Ben absolument, absolument. En plus, c'est qu'un matcha, je disais 1000 grammes pour faire des lattés, ça te revient à 30, 40 cents une dose chez toi. Puis si tu prends un grand cru, c'est moins cher qu'un café. C'est moins cher qu'un café. Pour les gens qui ont des capsules à café, ça coûte très cher.
Plus l'appareil. Oui, c'est ça. Alors que, bon, le café étant un autre sujet où la qualité, le grain, la mouture, tout ça a aussi toute son importance. Exact. Dans le fond, quand on le fait nous-mêmes, c'est pas un produit qui est si dispendieux que ça, là. C'est ça. Ouais. Puis après, parce que tout le monde a la capacité de discerner un bon café lorsque tu mets plein de lait, plein de sucre, Même tout chose. devient relatif. Oui, tout à fait. Anne, tu nous as emmené une belle machine à l'arrière. J'aimerais ça que tu nous la présentes. Je vais me tasser un peu, mais en fait, je vais venir à côté comme ça. Voilà. Et ça l'a piqué beaucoup mon attention. Je vais te suivre selon où tu l'amènes Alors lors ça, de la formation. c'est une meule à thé, à matcha. Donc, ce genre d'appareil est utilisé depuis 2000 ans. Dans ces grosseurs-là? En fait, c'est que tout est relatif à ce que tu veux produire. OK. Donc, mettons, il y a 1000 ans, tu pourrais avoir petit comme grand, et c'est une meule comme n'importe quelle autre. OK. Les gens moulaient de tout là-dedans. Mais à l'époque où le matcha a été introduit, même en Chine, c'est qu'on voulait broyer la feuille pour pouvoir la consommer intégralement. Donc, l'émulsionner brièvement. Puis, on ne recherchait pas la poudre la plus fine, on ne recherchait pas la mousse la plus belle une fois émulsionnée. Ce qu'on voulait, c'est juste que... Mettre en poudre. Exact, puis le consommer. Ça, c'est une meule authentique japonaise pour faire du matcha. C'est juste que le format est demi-format. Donc, c'est un peu plus petit. C'est surtout pour la formation, les expériences. OK. Lorsqu'on produit du vrai matcha de qualité cérémoniale, la meule est 2 fois, 3 fois plus grande. OK. Puis le principe, c'est juste de prendre des feuilles de thé. Est-ce que c'est un thé particulier? Oui, c'est ça. Donc, pour produire du matcha, il faut avoir des feuilles qu'on appelle du tencha. Tencha. Tencha, grosso modo, c'est le processus de fabrication de la feuille qui va être utilisée pour faire le matcha. Alors, c'est juste un nom qu'on a donné. Et évidemment, il faut comprendre que ce sont des théiers qui ont été ombragés. Ensuite, laissés vieillir pendant au moins 3 mois pour que ce soit de qualité cérémoniale. Après quoi, lorsque vient le temps de produire la poudre, au final, on met dans la meule. Puis, on va juste moudre ça. Tourner doucement. C'est ça. Là, l'affaire, c'est que pour produire un matcha de qualité cérémoniale et avoir la finesse du grain, avoir le bon degré de friction pour pas que la poudre se chauffe trop et cuise, le maximum qu'on peut faire traditionnellement avec une meule en pierre comme ça, c'est 40 grammes par heure. 40 grammes par heure. Quand on achète un petit sac de matcha, des fois, on a du 25 grammes Exact. ou du 50 grammes là, en moyenne. Donc, ça l'a pris 1 heure mettre sans poudre. Donc, c'est une mouture qui est très, très lente pour permettre, pour ne pas chauffer la feuille puis lui faire perdre. Changer le goût. À la base, la feuille de tencha, comme elle est fabriquée, permet à la feuille de préserver ses arômes, son huile essentielle. Infuser ça ne goûte pas grand-chose. Ça prend la friction pour faire extraire, ressortir cette huile essentielle aromatique-là, la transformer. Mais si on y va trop vite, trop chaud, à ce moment-là, ça change complètement le goût et on perd ce umami, on perd les notes floraux qui peuvent être, il peut être disponible dans la feuille en soi. Puis aussi, c'est que si c'est trop lent, ben, c'est pas rentable. Oui. Et là, l'affaire, c'est que dire que on va moudre maximum 40 grammes de matcha par heure, c'est pas un humain qui le fait. Non, ça finit par faire mal au bras, mais en plus, c'est le rythme à conserver. Exact. Parce qu'il faut que tu mettes assez de pression vers le bas. C'est très pesant, hein? J'ai tourné l'autre jour, c'est pour ceux qui nous entendent et qui ne nous voient pas, c'est une meule en... Est-ce que c'est du marbre ou c'est... Oui, c'est du marbre. Donc, c'est à peu près un 30 cm de diamètre le bas.
puis les feuilles sont mises sur le dessus. Donc, on roule avec un manche de bois, puis très, très lentement, et c'est pesant. Et ça fait du bras, hein? Ça, c'est une demi-portion. La Oui, grandeur officielle, c'est ça. Un humain, oui, il va faire quelques tours, mais après une couple de minutes, c'est fini pour lui. oui, Alors, ça prend un bas robotisé oui. dans des chambres spécialisées anti-poussière et tout, qui va tourner ça à 20 heures sur 24 heures. Puis, une usine spécialisée dans la production de matcha, une centaine de machines comme ça. Puis, la pièce est réfrigérée, c'est genre 5 degrés, les Mmh. manteaux. Mhm. Et ça roule comme ça. Mais je le sens. J'ai eu l'odeur du matcha juste en ayant tourné un peu puis en broyant les feuilles. Donc, c'est les huiles essentielles qui, entre autres, se volatilisent. Exact. C'est pour ça que le matcha, vous le conservez quand vous le vendez, c'est dans des petits sacs Hermétique. hermétiques dans un autre sac, fermé, Recélable. recellable. Et Toujours garder au frais, oui. en sens vraiment réfrigéré. Pas juste dire, tiens, c'est un peu frais. Puis ça doit être comme ça, même si on dit que c'est un matcha pour le tous les jours, Mhm. c'est que le matcha, comme n'importe quel poudre, plus que c'est fin, plus que c'est exposé à l'air, à la lumière, à l'oxygène, c'est que ça va s'oxyder plus rapidement et au lieu d'être très vert, ça devient jaune-gris. Oui. Alors, à la température ambiante, même si c'est scellé, ça dure un mois ou deux avant que tu commences à perdre 20-30% de qualité. Ça m'a vraiment surpris de savoir que mon matcha avait perdu autant de qualité, c'est-à-dire en moins d'un mois ou 2 mois. C'est le goût, est-ce que c'est même les qualités médicinales qu'on finit par perdre? La L-théanine et les antioxydants ne se perdent pas si facilement, ni la caféine, mais l'arôme, oui, Hmm. puis éventuellement d'autres, la vitamine C va se perdre aussi. Ça me fait penser à une bouteille d'huile essentielle qu'on laisserait ouverte Exact. à l'oxygène, puis au plein soleil avec la Exact. chaleur, parce que C'est pas mal l'équivalent. c'est ça, mais la chaleur fait. Les gens disent toujours, ça prend des bouteilles ambrées, c'est la lumière, c'est la lumière. C'est pas tant la lumière, en fait, c'est la lumière, c'est la chaleur qui exerce la lumière sur le produit. Exact. Puis dans les huiles essentielles, c'est des produits volatiles. Donc, dès qu'il y a de la chaleur, on a des molécules d'huile essentielle qui se volatilisent. Et même à travers le bouchon de plastique fermé, on va le voir quand le bouchon il se déforme, puis il fond. Donc, il y a une perte. Donc, d'où l'importance de les conserver au frais. Mais c'est la même chose parce que, comme tu le mentionnes, c'est en partie les huiles essentielles, même si on ne distille pas, puis il n'existe pas à connaissance d'huile essentielle de thé, donc il n'en contient pas suffisamment pour l'extraire. C'est ce qui va donner la particularité, les arômes, puis on veut absolument les conserver. Oui. Donc, ça prend, quand on achète un matcha de qualité, que ce soit de tous les jours ou cérémonial, le fait qu'il ait été conservé au frigo dans le magasin, le fait qu'il soit bien scellé, donc un sachet dans un sachet. Puis ce qui m'a marqué aussi, ce que tu as partagé l'autre jour, parce que moi j'aime aussi avoir plein de matchas, il faut pas tous les ouvrir en même temps. En tout cas, il faut essayer quand on dit bon, j'en consomme un, ben je le consomme, j'en commence pas 5 autres en même temps. Puis là, ça prend des mois et des mois à finir mes sachets de matcha. Oui. Idéalement, pour un amateur de thé, disons que tu veux ouvrir le premier paquet, même si ça te prend 2 mois, 3 mois, une demi-année pour le boire, 25 grammes, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu ouvres le paquet, l'air sort, l'arôme sort, puis il perd un peu de sa fraîcheur. Un paquet de 25 grammes, tu l'as ouvert quoi? 12-15 fois? Donc, c'est rien. Si tu as un paquet de 100 grammes ou plus, tu vas l'ouvrir tellement de fois que la totalité de ton produit va perdre beaucoup plus sa fraîcheur au final. En partant, si tu avais un gros format, tu veux diviser en petits formats et seulement travailler avec un petit sachet à la fois. Ah oui. Et lorsque tu es arrivé aux 2 tiers de la consommation, tu peux commencer à ouvrir un autre variété pour faire des comparatifs. Oui. Puis, finalement, tu finis le premier paquet, tu entames bien le deuxième paquet et ainsi de suite. Comme ça, ton produit est toujours frais et tu compares deux à la fois pour vraiment bien comprendre les nuances. C'est très, très similaire en aromathérapie parce que ce que j'explique, les gens ont l'impression que leur bouteille d'huile essentielle, ça se garde à vie.
Mais c'est un produit qui continue à évoluer, qui peut s'oxyder. Puis, plus la bouteille se vide, plus il y a d'oxygène dans la bouteille, plus l'huile essentielle s'oxyde rapidement. Donc là, il faut soit qu'on la transfère dans un plus petit format. C'est l'erreur. Des fois, les gens, pour le prix, vont prendre un plus gros format. Mais quand elle est rendue à moitié, il y a beaucoup d'oxygène, l'oxydation s'installe. Donc, il faudrait transvider dans une plus petite bouteille pour allonger la durée de vie. Puis, on a certaines huiles essentielles, dont les conifères, les agrumes, qui sont très peu antioxydants, qui même, on devrait les mettre au réfrigérateur quand on a des grands formats. Je ne parle pas des petites bouteilles de tous les jours, mais des plus grands formats. On a vraiment... qu'on soit dans les huiles essentielles, les plantes médicinales, la conservation des plantes médicinales. Quand on ouvre un sachet de mélisse, c'est supposé sentir citronné, c'est bon. Si elle a été hachée depuis 3-4 ans. Comme les poches, là. Ben, comme les poches, puis que là, ça rouvre, ferme le sac. À un moment donné, on l'ouvre et on se dit, on reconnaît même pas la mélisse. Donc, pour les gens qui connaissent moins le thé, mais c'est la même chose au niveau de la qualité de tous les thés, pas juste les matchas, mais tous les thés également. Là. Ce matcha cérémonial, ça représente quelques pourcents de la production. Mettons, si on parle que le Japon. La balance, c'est pirate barista ou culinaire. Alors, il ne faut pas assumer que oui, il produit 4500 tonnes, 8000 tonnes l'an dernier, qu'il y en a pour tout le monde. Le monde entier est beaucoup plus grand. Puis comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des modes. Il y a des modes. Et il y a aussi des gens qui font du prospect. Ils achètent des lots, ils gardent là, ils pensent qu'ils vont pouvoir le vendre tranquillement en ligne sur Marketplace. Et ils gardent ça chez eux. Là. À température de la pièce, dans un appartement en haut, 3e étage, pas de climatisation. C'est à livrer au point du métro, tu sais. Ouais. C'est pas comme ça que le produit devrait se vendre, c'est pas comme ça que le produit va être bon au final. Alors, dans le fond, c'est un produit de très haute qualité, même s'il existe plusieurs braquettes de qualité, ça reste que le matcha, c'est un produit de haute qualité, autant sur le plan médicinal que le plaisir qu'on a dans toute la routine. C'est presque méditatif, en fait, hein, faire un matcha. Dérangez-moi pas les enfants, je fais un matcha. Mais quand ta femme nous faisait la démonstration, c'est même le sens qu'on met la tasse. Ensuite, il y a qu'on la tourne, la façon de fouetter le bras, le poignet, la quantité d'eau qu'on met. Donc, c'est un moment qu'on prend pour soi, où on fait la routine, on est totalement dans le moment présent. Ensuite, on déguste le matcha. Il y a une façon de le boire également. Toute cette routine-là m'a beaucoup impressionnée. Après ça, est-ce qu'on va le faire à tous les jours? C'est un choix personnel, mais c'est pour montrer à quel point qu'un produit, des fois, est devenu commun, banalisé, se retrouve dans tous les restaurants fast-food, là, comme un breuvage, comme un café, alors qu'il y a tout un savoir-faire derrière ça, il y a un aspect cérémonial également, puis un grand respect qu'on devrait lui offrir quand on se prépare un matcha, c'est tout dans cette énergie-là, dans la pensée, je prends soin de moi, je me prépare quelque chose qui a été cultivé avec attention dans une certaine façon, un art, un savoir-faire, puis qui a été conservé, qui a été transporté. Donc, c'est le respect de tout ça. Moi, c'est pas juste, OK, je me fais un matcha vite, puis comme mes enfants peuvent faire, mais de respecter tout ce qui vient derrière, tout comment est-ce qu'il est arrivé chez moi, tout le processus, puis le déguster ensuite avec beaucoup de plaisir. C'est comme tu dis, s'il y a une attention qui a été portée d'ailleurs pour produire un produit magnifique, pourquoi est-ce qu'une fois qu'il est dans la main de, mettons, un coffee shop, lui, il va le laisser de côté comme si c'était de la poudre de café instantanée. Tu vas payer plus cher qu'un café, mais pour lui, c'est une poudre instantanée, il met dedans, il tient. Zéro attention, zéro, préservation et connaissance du respect du produit. Oui. C'est une mode. Malheureusement, la majorité l'exploite très mauvaisement, puis ça ne va pas durer longtemps, cette tendance-là. Les gens ne seront pas satisfaits. Et au final,
marché va tomber. Oui, il y aura plus de clients qu'avant parce que durant cette période-là, il y aura quand même des établissements qui vont se servir de produits adéquatement, produire la demande plus, mais au final, tout ce qui est scrap va disparaître, selon moi, dans un an et demi. Ah oui, mais je le vois comme dans le domaine des huiles essentielles où on peut retrouver dans les magasins de grandes surfaces ce que j'appelle du bas de gamme aussi là. Mais des fois, ils sont purs, mais ça va être de la grande culture, c'est de la production massive, c'est standardisé également. Toutes les sortes sont toutes le même prix, ce qui est habituellement pas normal dans le cas des huiles essentielles. On peut pas avoir une marge de laine au même prix que de l'orange douce, qui est produit beaucoup plus en masse, même de qualité. Donc, c'est quelque chose de similaire. Donc, si je choisis d'utiliser un produit pour me soigner, pour mon bien-être, bien, la qualité vient avec. Et quand je l'utilise avec conscience, avec présence, qu'il y a tout un art, un savoir derrière ça qui m'a emmené mon huile essentielle, mais qui a emmené aussi le matcha. Puis que on devrait, si on choisit de boire un matcha, le faire avec conscience. Puis au lieu d'arrêter un espace vite, un service au volant, prendre un matcha, c'est de dire, OK, je vais attendre de créer l'espace, d'avoir un produit de qualité pour honorer le producteur également qui a mis du temps, du savoir-faire. Puis on veut pas que la poudre se retrouve, dans, comme tu mentionnes, dans des... Comptoir, un pot à moitié ouvert, de la cuillère. Avec le, le métal. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est juste de comprendre toute la dynamique derrière ce produit de très haute qualité. Puis si les gens choisissent de boire un matcha, ben c'est de le faire avec présence, avec conscience, avec un produit de qualité, beaucoup de respect également. Donc, dans tous les domaines, incluant le matcha. Là, on ne parle même pas de respect dans le sens culture et tradition. On parle juste du produit et du travail des gens derrière. Oui. Oui, parce que ça aussi, c'est un très gros sujet, hein, au niveau de toute la culture, la tradition. Ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire, une autre histoire. Peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Merci à toi, Anne, pour cette rencontre. C'était vraiment enrichissant. J'espère que vous avez aimé cet épisode très diversifié. On était sorti un petit peu du sujet aromatique, mais comme vous voyez, moi, c'est le lien qu'on faisait entre la qualité des huiles essentielles, entre l'oxydation, entre l'expérience aromatique, d'où l'importance d'avoir un très bon matcha. Donc, merci beaucoup de l'accueil. Merci à vous.